Bonjour, nous nous retrouvons ce soir pour un live Gironde citoyenne, comme qui était consacré aux finances locales et à la mutation des collectivités territoriales. Je vous propose comme thème quelque chose qui va également être dans les prochains mois un sujet essentiel de la vie locale. C'est le lien ou l'influence qu'aura eu la crise sanitaire sur l'urbanisme de demain et qui permet surtout d'apprécier à la lumière de ce qui se passe actuellement ou qui est en train de se passer dans la société, comment les élus, les collectivités, mais surtout les citoyens doivent appréhender une nouvelle donne en matière d'urbanisme. Alors d'abord, il faut faire un certain nombre de constats que vous avez sûrement fait les uns et les autres et qu'il faut remettre en perspective. Le premier constat, c'est qu'on a vu, et on le voit à travers toute la planète, donc c'est une constante, que la progression de la pandémie a été très forte dans les milieux urbains, c'est-à-dire les métropoles, considérées pendant des années et toujours considérées actuellement par un certain nombre de politiques d'urbanistes comme étant la solution de concentration des populations et d'efficacité au niveau de la société. Ces grandes métropoles ont vite été en cause par rapport à l'impact du coronavirus et par rapport à l'impact général sur la vie sociale. Premier constat, New York, avec des chiffres affolants. En France, la région parisienne, la région du Grand Est et la région des Hauts-de-France, les trois plus touchées sont les régions dans lesquelles la densité urbaine est la plus conséquente. Et si on considère que ce genre de pandémie a des chances de récidiver dans d'autres domaines, il est certain que l'urbanisme qui a été fait pendant des années, et je ne parle pas des banlieues, je ne parle pas de l'urbanisme massif qui a été conduit dans les années 70-80, cette forme d'urbanisation risque de montrer ses limites très vite. On le voit à travers les chiffres, c'est incontestable. Si on prend les départements le moins touchés ou les pays les moins touchés par le Covid, ce sont les pays dans lesquels la densité urbaine est la plus faible. C'est pas pour rien que c'est la Grèce. On a vu Madrid, on a vu Milan particulièrement touché, on a vu Bologne et la Lombardie très touchés, on a vu les grandes villes chinoises, Wuhan être obligé d'être quasiment bouclé parce que c'était une pandémie galopante. Et il y a plusieurs facteurs à ça. On dit qu'apparaît à peu près actuellement, en chiffre réel, 21% des New-Yorkais sont déjà contaminés par la vie sociale qui est la vie contrainte dans la ville de New York. Quelles sont les causes? La première cause, c'est l'usage de la mobilité dans les villes. Cette mobilité que l'on a tellement voulu collective, tellement voulu rassembler, tellement voulu serrer, tellement voulu confiner, est un facteur évident qui maintenant pose problème. On le voit avec le métro à Paris, on le voit avec le tram, même le tram à Bordeaux avec la ligne A, on le voit avec un certain nombre d'éléments qui font que le transport collectif est certes la solution qu'il faut adopter, mais cette solution, qui se voulait massive, revient à des normes beaucoup plus faibles, à une rentabilité beaucoup plus faible, et on a un risque dans les villes de voir revenir le déplacement individuel en automobile si de suite il n'y a pas une mutation générale pour passer au vélo ou à des pratiques différentes de mobilité. C'est le premier point. On a constaté dans ces villes, par exemple, 1,5 décès à la norme moyenne de 1,5, alors qu'en France, elle est de moins de 0,8 ou 0,7 dans les zones rurales. Donc c'est bien vrai qu'il y a quand même un facteur. Le deuxième facteur qui est passé un peu sous silence, c'est que des études sont en cours pour savoir s'il y a un lien entre le cheminement de la pandémie et la pollution des villes, les particules, les toutes petites particules qui peuvent à un moment donné accrocher, transporter, véhiculer plus facilement la pandémie comme les postillons ou les choses comme ça. On n'a pas de certitude, mais c'est assez surprenant quand on compare la carte de la pollution mondiale et la carte de la pandémie. Deuxième phénomène dangereux, c'est qu'il y a très peu d'espaces de vie collectifs.
on a tellement rentabilisé, tellement densifié, que c'est au détriment, mais vraiment au détriment, des espaces collectifs de vie dans lesquels les gens peuvent échanger, dialoguer dans un cadre qui n'est pas un cadre contraint, fermé, et un cadre qui serait très restreint au niveau de l'espace. On a fait des villes dans lesquelles on n'a pas laissé assez de place à la nature, on n'a pas laissé assez de place. Alors tout le monde fait son verdissement maintenant, tout le monde plante ses arbres dans des pots gigantesques, tout le monde revient sur le tout minéral, sauf que le tout minéral montre ses limites actuellement dans l'urbanisme des villes. On a par exemple, tout est en vase clos, on peut très bien aller faire maintenant du surf sur des installations fermées, on peut aller faire du karting, on peut aller faire n'importe quelle activité physique, mais c'est un lieu clos, d'où on a constaté que ces villes n'étaient pas adaptées, et on a bien vu les problèmes que posait le jogging, et on a vu qu'au premier jour du déconfinement, les gens se sont rués vers des espaces de liberté très réduits à l'échelle de la population qu'il y avait. C'est un problème quand même sur lequel il faudra d'une façon ou d'une autre revenir. Troisième danger dans la pandémie qui vient d'apparaître et dont il faudra tenir compte dans l'urbanisme, c'est-à-dire que on est arrivé à ce que la nourriture, l'approvisionnement des villes, la notion d'autonomie alimentaire devienne quelque chose de très préoccupant, puisque tout vient de l'extérieur, tout est apporté par l'extérieur, et dans lequel, en plus, il y a quelque chose d'important, c'est que l'on va dans des espaces confinés de grandes surfaces, j'allais dire d'immenses surfaces, dans lequel la rentabilité passe par le nombre de personnes qui fréquentent. C'est-à-dire, on dira, par exemple, moi j'ai connu ça avec l'implantation de McDonald's, ils disent, s'il n'y a pas 16 000 véhicules le jour qui passent à côté de l'endroit où on est implanté, on ne vient pas. Ce qui veut dire que c'est le nombre, la fréquentation, qui fait la rentabilité de l'espace qui a été détruit et qui a été reconstruit. C'est le cas dans les grandes capitales et dans les grandes villes. Ce phénomène-là, et on s'aperçoit ses limites, c'est-à-dire on limite le nombre de gens qui rentrent, on limite le nombre de gens qui achètent, et on devient en quelque sorte tributaire de cet aspect-là. Et enfin, moi je voudrais insister sur un deuxième point, un avant-dernier point, c'est le travail. La richesse économique étant concentrée dans ces villes-là, on s'est aperçu tout d'un coup que la notion de concentration de l'activité économique sur un lieu, par exemple Bordeaux, métropole par rapport au reste de la Gironde, cette concentration de travail amène des déplacements de population qui deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus nombreux, et que donc j'allais dire, le véhicule du transport individuel, collectif ou de l'échange à fabriquer des machines à diffuser, vous l'avez bien vu, la pandémie du Covid. Donc cette vie urbaine, elle a un dernier point qui est le point capital. Le confinement a mis en évidence que l'individu, l'homme, la personne humaine, pouvait être isolé dans une masse gigantesque qui le dépasse et pouvait donc à certains moments se retrouver en situation mais vraiment de détresse parce qu'il est isolé d'une vie collective dans laquelle on a vu des initiatives à Nantes, par exemple, où les gens se sont rassemblés dans une rue, on fait des échanges entre eux, virtuels, à travers des poulies, à travers des guirlandes, à travers quelque chose. Ça a étonné le monde entier qu'une rue puisse retrouver une vie collective, mais par contre, il est certain que psychiquement, psychologiquement, l'isolement à Paris est beaucoup plus difficile que l'isolement à Castillon, à Langon, à Créon, à Pompignac, ou je ne sais pas dans quelle ville, ou à Capsieux, ou ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Toutes ces causes-là vont changer radicalement, dans les mois qui viennent, le rapport entre l'individu et son lieu de vie. C'est ça qui va poser problème en matière d'urbanisme. Le Covid a amplifié un certain nombre de phénomènes que l'on connaissait, ou a mis en évidence un certain nombre de dangers que l'on connaissait, mais l'évolution sera irréversible. Si on prend par exemple un certain nombre de choses qui sont constatées, on constate par exemple que 11% des Parisiens, c'est un chiffre officiel fait par l'opérateur Orange, 11% des personnes ont quitté Paris dès qu'ils ont eu la possibilité
de changer de lieu de vie pour effectuer leur confinement. Ça paraît anecdotique, mais c'est un phénomène qui a été fait très rapidement. On se rappelle de la prise d'assaut d'un certain nombre de gares, mais le confinement est apparu pour certains insupportable dans la ville elle-même, dans le lieu où ils avaient leurs habitudes de vie. 1,6 million de personnes en France ont quitté les départements urbanisés pour revenir vers leur département d'origine. Pour être clair, quelqu'un qui est nommé professeur des écoles qui était dans la banlieue parisienne, ou quelqu'un qui a une fonction qui lui a permis de le faire, ou du privé, est revenu vers son département d'origine, est revenu vers les racines, est revenu vers son lieu. 1,6 à 1,7 million. Ces pertes de population urbaine, il y a deux solutions. Le premier constat, c'est que lundi, tous ces gens-là ne sont pas remontés vers leur lieu de travail, parce qu'est apparue une nouvelle dimension qui va aussi changer les pratiques de l'urbanisme, c'est le télétravail. C'est-à-dire quelqu'un qui actuellement a son confinement ou son post-confinement en Gironde ne va pas forcément repartir à Paris si son télétravail apporte les satisfactions qu'il était en droit d'attendre et pour son employeur et pour son rythme de travail. Il ira beaucoup moins et donc son domicile sera lié à sa capacité d'avoir du télétravail ou pas, ce qui veut dire que le monde rural a une chance unique, en Gironde en particulier, grâce aux efforts du département et des communautés de communes, et d'une part de l'État minime, mais une part quand même de l'État, c'est la fibre à domicile, qui va faire qu'à partir de 2021, 2022, 2023, le télétravail sera totalement possible depuis un domicile éloigné. Sans entrer dans les détails, j'ai rencontré un conseiller très proactif de l'Élysée chargé de la ruralité. Il m'expliquait que quand on lui téléphone pour un rendez-vous, sa secrétaire est dans le Puy-de-Dôme. C'est-à-dire par le renvoi d'appel de téléphone, l'assistante que j'avais au conseil départemental avait fait tous les renvois de téléphone. Elle était aussi efficace par un renvoi de téléphone à son domicile, sur son propre téléphone personnel ou un qu'on lui avait fourni, et elle arrive à gérer exactement de la même façon l'emploi du temps, les réunions, le planning, etc. Cette nouvelle donne, ce changement, fait que d'après les constats que l'on peut faire dès maintenant, il va y avoir une considérable de demandes de construction, de demandes d'achat, de demandes d'installation dans un milieu rural qui jusqu'à présent apparaissait vieillot, inaccessible, changeant, etc. Il est certain que quelqu'un qui a fait le confinement à la campagne, en pouvant se promener 1 kilomètre de chez lui dans des conditions normales, sans forcément croiser beaucoup de monde, il est certain que quelqu'un qui a travaillé chez lui dans un cadre agréable, avec une vue plus rassurante que celle qu'il peut avoir depuis son bureau et sa fenêtre rectangulaire, il est dit que quelqu'un qui n'est pas dans le confinement, parce qu'il va y arriver un problème, c'est le problème du changement de température et des systèmes de ventilation qui existent dans les grands immeubles, dont on ne connaît pas l'impact sur la propagation éventuelle du coronavirus. Tous ces phénomènes-là vont faire que les gens vont changer d'option de vie, pas facilement, pas de façon considérable, mais vont amorcer un retour vers une vie d'urbanisme beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus proche de la nature. Un exemple concret sur le canton de Créon, qui n'est pas encore très officiel, mais le groupe Hermès est en passe d'acheter 3 hectares dans une commune, celle de Loupe, pour installer une usine qu'il considère comme beaucoup plus rentable dans un cadre naturel particulièrement intéressant, avec une belle vue, que de le mettre dans une zone industrielle dans laquelle il y a un certain nombre de contraintes peu agréables de vue, de confort de vie, de présence de la nature, etc. Cette réalité-là va changer les choses. Sauf que l'on est, et c'est là que j'arrêterai pour pas trop aller trop loin, mais vous permettre tout à l'heure, quand la vidéo sera en ligne, j'espère cette fois, de poser des questions. Premièrement, dans les 6 mois qui viennent, il va y avoir forcément une augmentation, une vraie augmentation,
du prix de terrain à bâtir dans les zones périurbaines et dans les zones rurales. Pourquoi? Parce que la pression foncière est telle que demain, on atteint des prix phénoménaux. On est peut-être à 300 € le mètre carré à Créon, 250 €. C'est inimaginable pour quelqu'un comme moi qui a été maire en 1995, dans lequel on était à 6 francs ou à 7 francs le mètre carré. C'est quelque chose qui est inimaginable. Et ça va faire que s'accentuer. Le bâti va faire qu'elle est plus cher. Et on va avoir un phénomène d'éloignement des métropoles qui sera moins dangereux qu'il était avant, puisque le télétravail évitera le mouvement pendulaire. C'est une donne qui n'est pas prise en compte dans les PLU, dans les plans locaux d'urbanisme. C'est une donne qui n'est pas prise en compte actuellement dans les SCOT, parce qu'on s'est très préoccupé d'une mobilité pendulaire qui était préoccupante au niveau des embouteillages, ce qui mène aux grands contournements, qui mènent aux grandes infrastructures routières, alors qu'en fait, peut-être que dans 4 ou 5 ans, on le voit actuellement avec le nombre de personnes en télétravail, la fréquentation à Fargue-Saint-Hilaire, pour celle qui me concerne, ou à Camblanne, ou dans certains points d'accès à la métropole, est très inférieure, mais très inférieure à ce qu'elle est lorsque tout le monde est sur son lieu de travail. C'est la première chose, la mobilité sera à recompenser et à reconsidérer. La ligne 407 qui a été créée entre Créon et Bordeaux, cette ligne rapide qui a connu un succès exponentiel et d'excellente qualité, c'est une excellente idée, sauf que les zones d'échange et les aires de covoiturage sont actuellement désertes. Je suis allé à Sallebeuf hier pour contrôler avant de faire cette intervention. Il y avait 12 voitures dans la journée, alors que d'habitude, on est à 50-60 voitures, l'air est complète. Donc il y a déjà des amorces de changement de ce côté-là. D'autre part, la lutte contre l'étalement urbain va être difficile si la pression exercée sur les peu de terrains à bâtir qui ont été accordés dans certaines communes, cette pression monte, le prix va monter, et on va se retrouver avec un éloignement de la paupérisation, comme c'est vraiment prégnant en Gironde, une partie de cette paupérisation qui va aller vers de l'accession à la propriété sur des terrains à bâtir réputés moins chers, mais qui peuvent monter dans les jours et les mois qui viennent, et peut-être dans les années qui viennent. D'autre part, les consignes qui sont données dans les PLU et les SCOT, et les élus, s'il y en a qui écoutent, le savent, c'est la densification de la construction. Il faut densifier. C'est le mot-clé des lois qui ont été votées antérieurement. Il faut densifier. Il ne faut pas consommer de terrain. Facile à dire, très facile à mettre dans un texte de loi, mais pas si facile que ça à imposer aux gens. Donc il y aura des révisions douloureuses, il y aura des façons de revoir les choses. Le lotissement n'est pas peut-être demain la solution pour l'avenir, et ça sera peut-être la construction de quartiers plus que de lotissement, dans la mesure où il faudra essayer de faire déplacer des petites entités humaines vers des zones dans lesquelles ils se sentiront plus à l'aise. D'autre part, les documents d'urbanisme proposent également de limiter le mitage de l'espace. Excellente idée, excellent principe qu'il faut maintenir, sauf qu'il faudra bien réfléchir à ce que ce mitage de l'espace soit compatible avec un maintien des prix d'achat des terrains qui soit relativement convenable et accessible. Quelqu'un qui met le prix d'une maison dans le terrain, ça commence à être un peu difficile à assumer. Et enfin, dernier point, les PLU ou les SCOT ont eu une belle initiative, c'est de limiter les croissances démographiques dans les zones périurbaines ou dans les zones rurales, en partant du principe qu'il fallait ramener les gens vers les villes. Un certain nombre de gens sont revenus vers les villes, avec un foncier très cher, avec des achats d'appartements, des locations d'appartements beaucoup plus chères, puisqu'il y avait à ce moment-là des possibilités d'investissement, des possibilités d'achat qui seront probablement pas les mêmes dans une société qui a perdu 8% de son PIB en quelques semaines ou en quelques mois. Et enfin, l'idée générale, c'était de dire qu'il faut absolument développer les modes de transport collectif
Or, il faudra rassurer les gens sur les modes de transport collectif et veiller à ce que ces modes de transport collectif n'incitent pas davantage les gens à partir par leur voiture ou à revenir à ce qui s'était passé avant. Quels sont les outils, et je terminerai, c'est le dernier objet avant de conclure et de vous laisser la parole dès qu'on aura enregistré la vidéo, c'est de dire d'abord le milieu rural en Gironde, et je m'exprime en connaissance de cause, puisque j'étais le représentant du Créonais au SDO, ce qu'on appelait le schéma d'aménagement urbain antérieur, qui était bien avant les Scots. Ce SDO, on s'était battu parce que on considérait que la métropole était le lieu de vie où il y avait les grands centres commerciaux. Je ne vais pas parler de Bègles, je ne vais pas parler de Mérignac, je ne vais pas parler de Sainte-Eulalie, je ne vais pas parler de Lormont, je ne vais pas parler de Saint-Médard-en-Jalles, je ne vais pas parler de tous ces centres commerciaux installés pile à la périphérie de la métropole pour drainer les clientèles qui s'en éloignaient. C'est une réalité. Il y a des milliers de mètres carrés à Bouliac, et il est à 50 mètres de la limite du canton de Créon, mais il rapportait pendant des années à travers la taxe professionnelle toute sa richesse à la métropole. Et c'était avec la clientèle venant de Carignan, de La Trenne, de Créon, etc., qui se rendait là-dessus. Cette propension à considérer que le rural était la réserve naturelle, c'est-à-dire le lieu où on allait parcourir la forêt, faire du VTT, parcourir les pistes cyclables du département, et Dieu sait si elles sont belles, à Créon en particulier, mais on allait faire ça en activité annexe et on revenait vivre à la ville. Maintenant, les gens, ils commencent à dire, à Créon, il y a une piste cyclable, donc autant que j'habite à Créon et que je fasse mon activité naturelle à quelques centaines de mètres de chez moi, plutôt que de venir de Bordeaux pour faire quelque chose et repartir à Bordeaux, vivre dans un cadre qui correspond. Ça va changer, c'est inexorable. On ne pourra plus dire que le milieu rural, c'est la réserve d'Indiens d'une métropole qui considère que on doit parcourir les allées de vignes, on doit aller ramasser les jonquilles, revenir dans ses lieux d'enfance. C'est pas tout à fait ça qui va se produire. D'autre part, la demande va être très forte après le confinement de lieux avec un espace privatif, un espace naturel privatif, le petit jardin, pour les plus aisés, le parc. Quelque chose, j'étais frappé tous les matins quand j'écoutais France Bleu Gironde et Dordogne, que beaucoup de vedettes sont revenues en disant « Ah, mais je suis revenu parce que là j'ai un jardin, je vis dans un jardin ». Et beaucoup de gens disent « Je veux bien acheter une maison à la campagne, mais il me faut un jardin, il me faut quelque chose de privatif, etc. » Or, on a fait des méthodes d'urbanisme dans lesquelles le jardin privatif n'est pas forcément à la hauteur de ce que peuvent espérer les gens, et il faut en penser. D'autre part, nouveau phénomène, beaucoup d'initiatives sont prises, de coopération dans le milieu rural, d'actions collectives plus faciles dans le milieu rural que dans le milieu urbain, et en particulier l'émergence des sociétés coopératives, comme la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif du Créonais, entre deux mondes, qui fait que les gens se sont aperçus que l'accès à la nourriture était quand même plus proche, plus facile, moins cher, et de meilleure qualité dans le milieu rural qu'il pouvait l'être dans le milieu urbain. C'est-à-dire, ouvrir un marché à Paris et avoir des lieux de consommation directe avec les producteurs, c'est pas du tout la même chose en milieu rural. Et je rencontre des gens pour qui, je les ai rencontrés pendant le confinement et avec qui j'ai dialogué, pour eux, c'est un atout nouveau dans l'urbanisation et dans le choix d'implantation. Je l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée de la fibre optique et le grand plan qu'a mis en œuvre, qu'avait lancé Philippe Madrel et qu'a poursuivi Jean Muglaise, sera un élément décisif demain de l'installation en milieu rural, parce qu'il n'y aura plus, la fibre va gommer la distance, il n'y aura plus les distances kilométriques, il n'y aura pas de différence entre quelqu'un qui enverra quelque chose de Blésignac et quelqu'un qui sera dans le centre de Bordeaux, il n'y aura pas de différence, et ça va devenir essentiel pour des travailleurs indépendants, pour des créateurs, pour des architectes, pour des gens qui ont une activité qui leur permet de transmettre et d'envoyer des appels d'offres, des choses comme ça, etc. Et enfin, le coût de la vie. Il va falloir bien qu'à un moment donné, cette chute du PIB, l'augmentation d'un certain nombre de produits, va se traduire par une volonté des gens de rechercher des lieux de vie dans lesquels l'imposition du foncier bâti, puisqu'il ne restera plus que celle-là, sera moins forte, et dans lequel ils auront probablement
des possibilités de vie, de qualité meilleure, avec des services aussi grands. Je rappelle qu'une petite ville comme Créon a 42 des 44 équipements de la ville, et donc dans un rayon de 800 mètres à Créon, on a absolument les mêmes choses sur le plan sanitaire, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan des relations humaines, des services, de l'administration, il y a tout qui est concentré, et donc on ne peut pas reprocher les gens de faire ce choix-là. Moi, quand je suis malade, il me faut 5 minutes pour arriver chez le docteur, alors que quelqu'un qui est à 10 km de Créon, ça va poser quelques problèmes. Voilà. D'où la nécessité d'avoir des bourgs-centres, des villes-centres rénovées. Et enfin, pour terminer, j'allais dire que les gens commencent à prendre conscience que la vie collective, lorsqu'on en est privé, c'est quand même quelque chose qui n'existe pas. Au sens psychologique du terme. C'est-à-dire que c'est bien beau d'être dans un bel appartement, pardon, au 4e étage, mais il y a une vie collective, un échange, un marché. On a vu quand même combien les gens réclamaient les marchés, qui pour moi sont un moyen extrêmement important de vie économique et d'échange citoyen, d'échange de partage, de vie réellement de la vie collective. On n'a pas fait assez d'efforts pour les marchés, on n'a pas fait assez d'efforts pour développer cette forme de commerce. C'est pas pour rien que Sainte-Foy-la-Grande, par exemple, peut retrouver son image dynamique par le marché. Créon, c'est un marché extraordinaire, Saint-André-de-Cubzac, Libourne, voilà, et que les villes sont en train d'essayer de s'approprier, mais ce ne sera pas sur les mêmes bases. Donc tout ça va faire qu'il va y avoir un changement des habitudes, que les traces du Covid n'apparaîtront pas de suite, il ne faut pas non plus dramatiser, mais il va y avoir des mouvements de population qui vont changer radicalement les choses. Prendre un TER qui marche à Sainte-Foy, c'est 55 minutes après la gare de Senon. Partir de Créon pour aller au conseil départemental, ça peut être 1h15 tous les matins. Ces paramètres-là, ils vont tomber, puisque depuis que je suis en surconfinement, je fais tous mes entretiens. Hier, j'ai eu 2 réunions par visioconférence, qui fait que mon heure perdue pour aller au conseil départemental n'existe pas. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais n'empêche que pour des réunions importantes, on peut se déplacer. Pour des réunions de travail, c'est pas forcément idéal, j'aime pas trop ça, mais ça va changer les habitudes de ce domaine-là. Donc il faut que les élus se préparent à rechanger cette façon-là. Il faut que le milieu rural reprenne espoir. Le Covid a montré que c'était des zones beaucoup plus sûres, que c'était des zones beaucoup plus agréables de vie, que c'était des zones dans lesquelles on pouvait construire encore, parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est l'espace qui existe et la capacité qu'ont les maires à construire des entités autonomes. Il ne s'agit pas de sacrifier des terres agricoles, il ne s'agit pas de penser un urbanisme débridé. Je disais que le lotissement, pour moi, il est mort. Il faut reconcentrer et revenir à des choses beaucoup plus denses et beaucoup plus concentrées, avec l'état d'esprit que demain, l'urbanisme, on l'a bien vu aujourd'hui, a des influences sur la santé, a des influences sur le social, a des influences sur l'économie, a des influences sur la politique. On a bien vu que ces 4 critères, le social, le politique, la santé, je rajouterai peut-être la vie collective, ces 4 paramètres vont devenir décisifs pour la construction du monde d'après, s'il y a un monde d'après, et si on a la sagesse de ne pas revenir un peu comme le train qui déraille, qui remet sur les rails et qui reprend sa route comme il avait pris antérieurement. Il faut construire d'autres chemins, il faut construire d'autres voies, et il n'y a pas plus de lutte citoyenne que celle qui est amenée dans le domaine de l'urbanisme, parce que c'est à partir de l'urbanisme qu'un élu, quel qu'il soit, est capable de fonder ou de décider de la politique qu'il offre à ses habitants et du confort de vie ou de la qualité de vie qu'il va offrir à ses habitants. On ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas en arrière pour 2 raisons. Le logement social est en péril. Le logement social est en péril. Le logement social sera la grande victime de la crise sanitaire. Il y aura un retard considérable dans les livraisons. Les maires n'en voudront plus. Il y aura un certain nombre de problèmes dont je pourrais parler, où on pourra trouver quelqu'un pour en parler de compétent. Mais on se retrouvera face à des situations qui seront des situations très difficiles.
Alors, rendez-vous dans quelques minutes, le temps que cette fois-ci, j'ai l'habileté d'enregistrer cet entretien, parce qu'à ce moment-là, vous poserez vos questions en bas de l'entretien, puisque vous l'aurez entendu, et je répondrai en direct à vos questions. Rendez-vous, si c'est possible, et si tout va bien, et si l'avenir le permet, samedi prochain pour un autre sujet. Merci à vous d'avoir été là. Et vous allez voir, qu'est-ce qu'il veut.